Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique francophone et peuple français et peuple francophone aussi, la question que je pose ici est de savoir pourquoi la France s'acharne-t-elle à tirer vers le bas l'Afrique francophone. Je vous informe que cette Afrique francophone est la plus antidémocratique, la plus antisociale et surtout criminogène. Parce qu'elle regroupe actuellement les 2 tiers des dictateurs du continent noir. Contrairement à son homologue ou à son concurrent ou partenaire d'Afrique anglophone, qui est d'ailleurs moins bureaucratique, plus démocratique et plus dynamique tant au niveau économique que de valeur ajoutée. Bien sûr qu'il y a des problématiques endogènes concernant l'anthropologie intérieure. Par exemple, on a pu voir au Zimbabwe ou au Ouganda, mais l'Angleterre ne s'est jamais interférée sur les affaires politiques de ces ex-colonies anglophones. Mais la France, oui. Mesdames, Messieurs, et pourquoi? La problématique porte à examiner d'abord des éclairages géopolitiques et géostratégiques concernant le maintien par la force des dictateurs anti-démocratiques, liberticides, antisociaux et criminogènes qui nuisent gravement, non seulement à l'image de la France-Afrique, dans la France, mais également au but même de la condition humaine à l'échelle d'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, la question que j'ai posée, pourquoi la France s'acharne-t-elle à maintenir coûte que coûte et par la force ou tirer vers le bas l'Afrique francophone déclassée, souillée et déshumanisée? Je vais vous laisser quelques vidéos historiques qui vont situer la problématique par rapport aux réalités aussi historiques et actuellement. Donc, mon but est de trouver un juste jeu d'équilibre parce que toute activité humaine, qu'elle soit associative, économique, entreprise ou étatique, nécessite toujours un bilan. Parce qu'avec un bilan, ça permet de voir ce qui n'a pas marché et trouver des justes équilibres pour avancer. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser notre monde de pensée, c'est-à-dire au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements. Mais en tenant compte de la vie comme à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Sinon, on tombe. Mesdames, Messieurs, je vais vous laisser avec quelques vidéos historiques et pour que vous puissiez vous-même analyser la problématique en tenant compte de ces éléments que vous allez entendre dans ces vidéos-là. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. C'était un homme modeste, une silhouette qu'on apercevait parfois au petit matin en train de courir seul dans les rues de sa capitale. Un étudiant en sciences d'une trentaine d'années qui se glissait sans bruit sur les bancs de l'université au milieu de ses pairs. Un militaire, toujours vêtu d'un simple treillis sur lequel il n'arborait aucune décoration. Un chef d'État, enfin, qui se gardait bien de céder au goût du faste et de la mégalomanie si répandue parmi les dirigeants, en particulier ceux du tiers-monde. Bref, un homme politique atypique. Mais, alors qu'il était à la tête de son pays depuis 8 ans, et qu'il était estimé par un grand nombre de ses compatriotes, il a été assassiné. C'était, il y a tout juste un quart de siècle, dans un petit pays d'Afrique qui, malgré les apparences et un régime politique autoritaire, avait gardé des liens profonds avec la France. Marienne Ngouabi, président de la République populaire du Congo, avait 39 ans. Et on ne sait toujours pas exactement qui l'a tué, ni surtout qui a commandité son assassinat. C'est pourquoi M. X m'a proposé cette semaine de revenir sur cette affaire où, comme d'habitude en Afrique, la France est concernée au premier chef. Encore un mot, avant d'écouter mon interlocuteur. Ngouabi est devenu un mythe au
Congo. Le Congo-Brazzaville, comme on l'appelait, pour le différencier de son grand voisin, l'ex-Congo belge. Un mythe parce qu'il est mort jeune et qu'on s'accorde généralement pour considérer que c'était un dirigeant honnête, tout entier dévoué à son pays, même si sa pratique politique prêtait parfois à sourire. Mais les pays sont ainsi faits qu'ils ont besoin de héros, surtout lorsqu'ils les ont dévorés. Vous le savez, rares sont nos anciennes colonies qui ont vécu sans drame leur accession à l'indépendance et les années qui ont suivi. Vous avez une explication? Donc, de façon générale, les anciens États coloniaux, parce que la France n'est pas la seule à être en cause, ont mal préparé la décolonisation. Et d'abord parce que, à quelques exceptions près, on s'était bien gardé de former les cadres susceptibles de diriger ces nouveaux États. Ensuite, parce que les anciens colonisateurs ont voulu garder un œil sur ces pays après l'indépendance. Afin de préserver leurs intérêts économiques. Naturellement, et leurs intérêts politiques aussi. Mais nous en avons souvent parlé ensemble, me semble inutile d'y revenir. Par conséquent, l'ancien colonisateur n'a cessé d'interférer dans la vie de ces pays. Et les services secrets ont été omniprésents. Et les services, c'est aussi ce qu'on a appelé les réseaux. Tout un système de relations personnelles, d'intérêts croisés, de corruption, qui a permis, par exemple, de financer certains partis politiques français. Oui, d'accord. Alors, mesdames, messieurs, peut-on, d'un côté, vouloir encourager les alternatives ou les alternances politiques en Afrique francophone et en même temps déjouer celles-ci? Ça ne colle pas. Explication. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons, il y a 10 ans, au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il déménage ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. C'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi continuer? finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur encadre, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. C'est Donc, ce que vous dites clairement, pas Déby qui a changé la Constitution. ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Mesdames, Messieurs, alors, prenons par exemple le cas du franc CFA. Vous connaissez le franc CFA, la monnaie des colonies. Explication. Celui qui pilote c'est-à-dire ce projet, je vais le dire comme ça, c'est tout simplement un homme que vous connaissez, M. Abagan Thiama, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est lui le président de l'ADCA, ce que nous avons appelé l'Association des banques centrales d'Afrique. On a dit qu'ils se sont réunis à Dakar, justement pour le suivi du processus de création d'une monnaie commune en Afrique. Pourtant, on connaît la position de M. Abagan Thiama en ce qui concerne le franc CFA. Le docteur Alaka l'a aussi rappelé dernièrement avec la venue de Mme Christine Lagarde. Il a
en des termes un peu voilés, loué justement la présence du franc CFA dans le précaré. Alors, que peut-on en attendre si on connaît déjà la position du président même de l'Association des banques centrales d'Afrique? Le néocolonialisme français, en particulier, a tendance à vouloir faire ce petit jeu de poser ce que j'appelle la technocratie néocoloniale aux États. Ce jeu-là. Je pense que M. Abagan Chama est dans cette logique. Nous avons déjà démontré ici depuis très longtemps que ce monsieur n'est pas à sa place quand il parle des questions monétaires. Surtout que lorsque ce qui est comme sujet, ce sont les décisions qui engagent le sort des États. Il n'est pas à sa place, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Il n'est pas à sa place. Mais ça, comme l'impérialisme instrumentalise souvent les technocraties décrétées et fabriquées comme ça pour continuer sa trajectoire satanique dans nos pays, on n'est pas surpris par la gesticulation de M. Abagan Chama. C'est quoi il s'agit ici, là, Michel Génan? Alors, ce sont des gens qui ne sont pas posés d'acheter une maison, mais qui veulent acheter un quartier. Je schématise comme ça, c'est ça qu'il s'agit. Il n'a pas de quoi acheter une maison, mais il va acheter un quartier. C'est ça qu'il s'agit. Alors, c'est l'escroquerie, soi-disant panafricaniste, des gens comme Maître Ouad à l'époque, avec leur fumisterie du Népal, des bêtises comme ça, Maître Ouad à l'époque. Il était tellement panafricaniste qu'il était en tête des gens qui disaient d'aller des présidents africains qui justifiaient la démolition de la Libye. Maître Ouad. C'est aussi ce que j'appelle la perspective du gouvernement financier mondial, avec les Rothschild et les Rockefeller. C'est de ça qu'il s'agit. Unifier les marchés financiers mondiaux, faire du marché un grand marché, faire du monde un marché financier coiffé par l'oligarchie des Rothschild et des Rockefeller. On connaît tout ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, M. Génan, il n'y a pas de banque centrale dans le précaré, il faut arrêter les choses comme ça. C'est ce que le docteur Passagui tout à l'heure vous a donné la définition d'une vraie banque centrale, c'est que c'est. Il n'y a pas de banque centrale dans le précaré français. Il faut arrêter ça. Donc, ce qu'on appelle banque centrale dans le précaré, ce sont les succursales informelles du Trésor français. Et alors, depuis quand est-ce que des administrateurs supplétifs, pompeusement appelés gouvernants, peuvent parler des choses sérieuses qui nous engagent? Depuis quand? Je suis désolé, M. Abagan Chama, il a pas le gouverneur de la BA, tout ce que vous voulez. Ces questions-là ne dépassent. C'est moi qui parle de ça. Parce que le gouverneur pas décret français. Ça veut dire quoi cette affaire? Vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez rien. Vous parlez de la monnaie unique africaine. Mais c'est une provocation. L'Afrique n'est pas qu'un marché. Alors que s'il était, il faudrait qu'il soit un marché aux mains de ses enfants. L'Afrique n'est pas qu'un marché. Nous avons le droit de devenir une puissance, de donner une direction au monde. Nous ne sommes pas seulement des consommateurs. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons des défis à relever, Alain Michel Génan. Nous devons réparer les injustices de l'histoire. Nous devons restaurer notre dignité bafouée depuis des millénaires. Nous devons démanteler l'impérialisme, ouvrir les horizons de l'humanité en offrant au monde une alternative à l'occidentalisme capitaliste. L'Afrique n'est pas qu'un réservoir de consommateurs. Quand on parle de monnaie unique, on connaît ce projet-là. Sur le panafricanisme et le capitalisme internationaux. J'allais en arriver pour vous demander, d'après vous, qu'est-ce qui se passe exactement là avec un tel projet? C'est ça qui se profile, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce projet, ça se profile depuis. Ça se profile depuis. C'est un vieux projet, on dit marché unique. Vous êtes des consommateurs. On consomme, on déverse, vous mangez. Donc, ça dit que vous n'êtes pas les hommes, vous êtes des consommateurs, des robots consommateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'Afrique n'est pas que ça. Alain Michel Génan, où est l'euro aujourd'hui? C'est une monnaie qu'on a tant inventée. C'est une monnaie bête de somme du dollar. L'euro, si l'euro des Européens est devenu aujourd'hui une monnaie bête de somme du dollar, comment le voit une flétonie comme on appelle monnaie unique africaine sans aucune base? Il y a des conditions quand même élémentaires, je pense le contrôle de l'économie qui est là, élémentaire pour parler des choses comme ça. Nos secteurs primaires, nos secteurs secondaires, même le secteur tertiaire, je parle des services, je parle de la manufacture, de l'industrie et de l'extraction. Est-ce qu'on la maîtrise? De quelle économie parle-t-on? Est-ce qu'on maîtrise ça? Vous ne fixez pas le prix de vos matières premières. Ça ne vous appartient même pas. Il y a des accords sur les populations qui disent que vous payez à partir du sous-sol. 5 mètres à partir du sous-sol, ça ne vous appartient plus. Ça existe. Et vous parlez de monnaie unique?
c'est une provocation ou quoi? Vous voyez les monnaies uniques? Vous ne contrôlez rien de votre... Rien. Vous n'avez pas d'industrie. On vous a interdit de vous industrialiser. Vous avez un rôle dans le marché mondial qui est de fournir de la matière première, c'est tout. Et de consommer des choses dont le prix vous échappe. Et à partir de là, on déséquilibre nuit et jour vos économies. On vous rend pauvre quand on veut. Vous faites des sauts économiques de 30 ans. Après, on vous ramène 50 ans en arrière. Par une simple décision d'un petit fonctionnaire du FMI ou d'un premier ministre français qui vous ramène 50 ans en arrière en dévaluant votre économie. Par un jeu purement monétaire. Et vous parlez de monnaie unique, de quoi est-ce qu'on parle? C'est une provocation. D'accord. De quoi est-ce qu'on parle? Allez, M. Yéna. Donc, si cette affaire arrive, ce sera la mort de l'Afrique. Le défi, quand on parle de monnaie, la monnaie, parler de monnaie, c'est parler de la libération de notre sous-sol. Reprendre le contrôle de nos matières premières, sauf si c'est une question fondamentalement monétaire. Sortir du pacte colonial, c'est une question fondamentalement monétaire. Revoir ce qu'on appelle entre guillemets notre insertion dans l'économie mondiale. Ce sont aussi les questions monétaires. Ce sont les bases. Tant qu'on refuse de le voir, ça, on fait de la sorcellerie. Il y a des grands économistes africains, un monsieur comme Sami Ami, qui est un économiste immense. Immense. Il a élaboré la théorie de la déconnexion. Il a dit il faut se déconnecter de cette affaire. Il a écrit ça pour dire que nous n'avons aucun avenir dans ce système international-là, qui est fondé sur l'esclavagisation du continent africain. Il nous l'a dit, il n'est pas le seul. Et ces théories se sont avérées vraies. Alors comment est-ce que des supplétifs administrateurs qui n'ont aucune compétence économique vont s'asseoir, bavarder sur la monnaie unique pour oser engager le sort des pays africains? Donc il faut rejeter ça. Le combat c'est clair pour l'instant. La tâche que l'histoire nous impose maintenant, c'est sortir cette affaire qu'on appelle le franc CFA. Je dis que c'est là. Vous ne sortez pas ne parlez plus de monnaie. Ne parlez pas de monnaie. Vous êtes des esclaves, il faut en sortir du franc CFA. Ça veut dire que nous avons par rapport à ça. Alors, tout ce qui se passe là, les opérations comme ceux de Zenzou, qu'on amène dans une corbeille pour mettre le président, et autres, tout ça, c'est une démarche du néocolonialisme français pour casser le modèle des Africains et faire croire que l'obstacle français est un obstacle indépassable. C'est en cela que je rejoins souvent mon ami Diamé. Quand il parle de la détermination des Africains, cette barrière française-là, on va casser ça. Vous allez voir, ça va être cassé. Ce n'est pas les gesticulations pour effrayer les Africains, en faisant comme si nous prêchons dans le vent, en faisant comme si on va brailler comme on veut, on vous amène des insultes et consorts, c'est pas grave. L'histoire tourne souvent comme ça rapidement autour, là où on ne l'attend pas. Donc cet obstacle-là, le franc, c'est pas là. C'est une monnaie qui doit mourir. C'est une monnaie qui doit mourir. Et elle doit mourir par tous les moyens. Ce n'est pas des histoires comme ça pour nous faire comme si cet obstacle-là est infranchissable qui vont nous effrayer. D'accord. D'accord, merci beaucoup. De toutes les façons, vous faites bien de le dire parce que... Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler du cas des relations juteuses entre la France, le Fonds monétaire international et les dettes publiques africaines. Ici, je traite le cas du Congo-Brazzaville. En réalité, il y a un esprit obumitrique qui s'est installé au sein de l'élite congolaise. Qu'elle soit au pouvoir ou en dehors de celui-ci, la société politique congolaise s'organise sur des bases tribales. Les factions opposées autour du pouvoir condamnent le tribalisme des uns tout en s'appuyant sur leur propre tribalisme. L'esprit obumitrique qui irradie la société politique congolaise ne s'arrête pas à la question du tribalisme. Sa dimension néocoloniale persiste aussi au sein de l'élite, prompte à fustiger le tribalisme des uns et des autres. Cette élite brille par un silence assourdissant sur les crimes et les dérives néocoloniaux. Prête à tout pour la conservation ou l'accession au pouvoir, l'élite congolaise fait le pied de grue auprès de l'ancienne puissance coloniale afin d'être adoubée comme la meilleure garante des intérêts néocoloniaux. Pour preuve, le 23 décembre 2016, la paire Michel Sapin et Christine Lagarde
s'était rendu en Afrique centrale, à Yaoundé, au Cameroun, afin d'exiger des chefs d'État de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, des mesures urgentes en matière monétaire et budgétaire. Christine Lagarde qui demande ça à nos chefs d'État. On relève cette déclaration péremptoire de Christine Lagarde au chef d'État. Je cite, « Vos réserves de change ne couvrent plus que 2 mois d'importation, ce qui est incompatible avec une zone monétaire à taux de change fixe. Vos perspectives sont mauvaises. La zone CEMAC se dirige vers une crise encore plus sérieuse. La dévaluation n'est pas écartée. » Fin de citation. D'où vient un tel pouvoir qui, pour exiger à la place des peuples africains, des forces économiques africaines, des experts africains à leur chef d'État de dévaluer ou non la monnaie? Voilà un cas qui caractérise bien le manque d'indépendance tant proclamé et la futilité du discours démagogique sur la souveraineté nationale. Nous disons que le sursaut national est possible. Nous pouvons mettre en place autre chose qu'une gestion au volumétrique du pouvoir. Pour cela, l'unité des forces progressistes est un préalable. Peut-on aujourd'hui mettre les Congolais ensemble sur un même projet? Si les Congolais ne sont pas capables de se rassembler au-delà de leurs appartenances ethniques, il n'y aura plus de Congo. Il faut tracer une ligne de démarcation nette entre les progressistes convaincus et les France-Africains, qui ne se battent que pour une alternative entreprise démocratique. Car l'équation aujourd'hui est non seulement de faire partir la dictature, mais surtout de mettre fin à un système de domination et d'aliénation le plus injuste qu'ait connu le pays. L'élite politique congolaise doit mettre la conquête de la souveraineté au centre de ses revendications, car elle seule donnera la possibilité d'orienter les politiques économiques, militaires et sociales en fonction des intérêts du peuple congolais. Il n'est pas normal qu'un État comme le Congo, qui se dit indépendant depuis plus de 50 ans, n'ait pas une armée capable de défendre le territoire national. Il n'est pas normal qu'un État comme le Congo, qui se dit indépendant depuis plus de 50 ans, soit toujours arrimé au franc CFA, nœud qui nous tient à la gorge. C'est pourquoi nous devons exhorter tous les États africains à s'engager avec nous dans un combat unitaire pour la souveraineté monétaire et pour la création d'une monnaie commune africaine. Il s'agit là d'un système conçu au sortir de la colonisation afin de permettre aux anciens colonisateurs de garder le contrôle sur les anciennes colonies. Par conséquent, nous devons savoir que lorsqu'un pays n'a pas de souveraineté réelle, il ne s'agit plus simplement d'alternance démocratique qu'il faut conquérir, mais d'un changement du système, quelque chose qui va au-delà d'un simple changement de régime. Il sera nécessaire de mettre en place un audit citoyen de dette publique pour en finir avec l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Après, vous avez la réduction de la dette par la Banque mondiale. Instrument de souveraineté, l'audit citoyen consiste à analyser de manière critique la politique d'emprunt suivie par les autorités du pays et à répondre à de nombreuses questions. Par exemple, pourquoi l'État a-t-il été amené à contracter une dette qui ne cesse d'enfler? Au service de quels choix politiques et de quels intérêts sociaux la dette a-t-elle été contractée?
Qui en a profité? Était-il possible ou nécessaire de faire d'autres choix? Qui sont les prêteurs? Qui détient la dette? Quelle est la rémunération des prêteurs? Comment l'État s'est-il trouvé engagé? Par quelle décision? Prise à quel titre? Combien d'intérêts ont été payés? À quel taux? Et quelle est la part du capital qui a déjà été remboursée? Comment des dettes privées sont-elles devenues des dettes publiques? Nous devons exiger la transparence sur les revenus pétroliers en nous appuyant sur deux mots d'ordre. Le premier, vis-à-vis des compagnies pétrolières, nous devons exiger de publier ce que vous payez. Et vis-à-vis du gouvernement congolais, nous devons exiger de publier ce que vous recevez. Le pétrole n'est pas une ressource inépuisable. Voilà, chers amis, chers compatriotes, quelques éléments, quelques pistes qui nous permettront, j'en suis sûr, d'ouvrir un débat sur ces problèmes qui fondent mon engagement au sein de la Ligue panafricaine Umoja. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre le docteur à la retraite, le docteur Pierre Guibou, vient de soulever les problématiques que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Mais pour ne pas rentrer en détail, nous aurons l'occasion de parler un peu plus loin, mais nous sommes au cœur de la problématique les conséquences sont derrière. Nous allons passer de Sassou Père à Sassou Fils d'ici peu de temps, c'est-à-dire le Congo. Bientôt, c'était comme une hyper parcelle de famille à la France Afrique, déclassant, déshumanisant, qu'ils ont trouvé être l'histoire de Sassou Nguesso qui va arriver peut-être. Aux yeux et au vu des Africains ont intérêt dans un processus, en tenant compte de ce que j'appelle dans la nature, comme on appelle le biomimétisme, l'art de copier la nature. Parce que la nature, cette intelligence qui a existé depuis des milliards d'années, hein, qui est là parmi nous, les plantes, parce que les premières applications du biomimétisme, ce fut imiter les oiseaux pour voler. Et donc, il y a plusieurs formes de biomimétisme. Voilà. Donc, je ne vais pas vous les citer, j'en connais déjà 100, que je peux vous les citer. En tenant compte des lois de la nature et de la vie, les lois physiques, chimiques et biologiques. Ça, je le connais. Je ne peux pas vous les citer. Si je pouvais citer les nectars, les systèmes côté, par exemple, quand on parle des systèmes où tout nettoyant, hein, par exemple pour les nénuphars, on peut vous parler donc il y a plusieurs applications et nous n'avons pas encore, la nature n'a pas encore fini de nous étonner. D'où l'objet de mes pensées, de mes utopies, si vous voulez alerter ma sensibilité, dites à Yatonga pour penser le monde, penser le présent et le futur, protégeant l'humain et la nature. Mais cet humain doit d'abord être protégé au niveau de sa liberté fondamentale d'ailleurs, au niveau de ses rêves, de ses utopies. Mais pourquoi rester toujours dans ce paradoxe? Mesdames, Messieurs, donc à l'échelle de la France-Afrique que je parle, moi, je pourrais aussi dire que demain, nous pouvons aujourd'hui commencer déjà à penser demain. Demain, c'est construit aujourd'hui. Au niveau de la réforme des individus et aussi des non-mentalités, comportements, habitudes et autres, ce que nous avons fait par rapport à ce qui est la France-Afrique qui est aujourd'hui la plus déclassée, déshumanisée. 80% des dictateurs du continent noir et tout ça. Mais le monde a changé. Nous sommes dans une culture globale et les informations arrivent, la réputation d'un État, mais on peut vendre la France à tous ceux qui viendront du monde entier. Bien sûr, c'est éternité parce que la création de cet écosystème, il y a eu tout un processus. Il y a des gens qui sont combattus. Ils se sont battus. Donc la liberté, l'idéal et tout ça, c'est des combats. Donc nous, à cette échelle, on nous empêche de faire cela en assassinant. Parce que moi-même, la vie, quand je me promène sur la plage de Paris, oui, en France, je dis, ah tiens, peut-être que avec ces alliances de Sassou Nguesso et cette oligarchie caste et ces mafias France-Afrique, peut-être qu'il peut m'assassiner en France, ici. Oui, d'accord, oui. Je donne toutes ces informations. Parce que
La liberté de penser, il faut être blanc et dire clairement ce que tu penses contre l'Afrique, ou pour l'Afrique, ou contre la France, ou pour la France, pour Macron, ou contre Macron. Mais quand vous êtes noir, vous devenez ennemi. Surtout quand vous êtes originaire d'un pays sensible aux intérêts français. Vous devenez des dangers. On peut vous assassiner. Donc faites attention. Donc je me mesure, je me vois. Tous les enjeux, j'ai écrit même... bon, pour ne pas vous dire, j'ai écrit des trucs pour dire si on m'assassine, si on me fait... Voilà, faites ça. Bon, bref, on comprend le danger. C'est parce qu'on n'offre pas, en fait, on offre des intérêts qui ne sont pas les intérêts des États, en fait, parce qu'on aurait pu penser. Donc nous devons ensemble, à cette échelle, si la France prend ses responsabilités, parce que toute activité humaine, qu'elle soit entreprise, État, autre, nécessite un bilan. Donc, il faut voir ce qui n'a pas marché et créer des dynamismes, des conditions nouvelles ou des nouvelles synthèses géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques à cette échelle de l'Afrique francophone, qui est d'ailleurs l'espace le plus, je peux vous dire, c'est l'espace le plus riche au niveau des matières premières aussi, au niveau des cultures aussi, mais qui n'est pas en capacité de s'affranchir de la France pour créer des nouvelles valeurs ajoutées, créer des richesses, en tenant compte de ces équilibres entre besoins de consommation illimitée et les ressources limitées. Donc nous devons prendre ça pour les intérêts des uns et des autres. Mais nous avons par exemple des modèles, oui, qui existent, par exemple l'Allemagne. Après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a ravi toutes ces colonies. Mais l'Allemagne, par exemple, s'est structurée au niveau de la pensée politique, économique, géostratégique, et elle est restée toujours, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la première puissance économique d'Europe. On n'a pas besoin d'Afrique ou de fonds CFA, de fonds de Deutsche Mark en Afrique pour maintenir ses comptes publics et autres. Mais ce qui est le cas pour la France, puisque la France aujourd'hui, son économie est maintenue par la France, par l'Afrique francophone. Sans l'Afrique francophone, on dit que la France serait au 9e rang mondial et autres comme ça. Mais alors pourquoi elle ne pense pas? Voilà, gouverner c'est anticiper. Mais nous avons le cas aussi de l'Angleterre. L'Angleterre s'est affranchie de l'Afrique anglophone depuis sa décolonisation, mais elle est toujours là, active en Afrique anglophone, sur le plan économique, mais au niveau des libertés fondamentales ou politiques, des alternances politiques, changer des présidents en président. L'Angleterre ne s'est jamais interférée. Mais pourquoi il n'y a que la France? Donc il y a un problème. Donc la France doit repenser ses mentalités, habitudes et comportements de ses acteurs politiques, parce que s'il ne prend pas en compte, puisque nous sommes dans un monde qui est en perpétuelle évolution, on ne pensait pas qu'il y aurait la culture globale. Je ne pourrais même pas parler comme ça. Je voudrais voir un éditorialiste, je ne point Afrique et point pour être censuré autre. Maintenant, il n'y a plus de censure. Et le monde entier, même les petits garçons, au sein des familles, il est écouté, il sait ce qui se passe par rapport à sa réalité déjà à l'échelle française, le racisme, l'apartheid social et tout ce que vous connaissez. Mais ça va à réalité, c'est la réalité. Donc nous devons construire un nouveau écosystème francophone pour avancer dans ce dynamique. Moi, personnellement, si ça soit question de temps, je serai d'un côté, avec mes pensées, avec ma base historique, parce que moi j'ai dirigé quand même le mouvement de jeunesse contestataire au Congo à la fac des sciences. J'étais un grand militant, j'ai enseigné là-bas au pays, au lycée, j'ai formé, je suis médecin aujourd'hui, j'ai enseigné les classes de terminale, de première au Congo-Brazzaville. Mais tout jeune, 25 ans, je suis rentré en France depuis 92 jusqu'à nos jours. Mais pourquoi je me suis assigné dans ce pays? Parce que d'un côté, je pensais que c'est le pays de la liberté, mais on pourrait construire quelque chose de nouveau. Mais avant d'en arriver là, la France doit repenser cette géopolitique et cette géostratégie en tenant compte des nouvelles dimensions des sociétés nouvelles. C'est-à-dire, en repensant d'abord les formes d'affranchissement, comme on dit dans les animaux. Les animaux, nous sommes différents des animaux parce que nous avons franchi certaines barrières, c'est-à-dire la barrière de la raison et de la conscience. Nous, la France doit s'affranchir, comme j'ai vu pour l'Angleterre et comme pour l'Allemagne, depuis presque 90 ans. Donc, nous aussi, on peut le faire à l'échelle francophone et créer des nouveaux dynamismes économiques, des valeurs ajoutées autres.
que de venir parler coopération, aide. Non, l'Afrique francophone, peut-être l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, mais l'Afrique centrale, qui est la Amazonie de l'Afrique, n'a pas besoin d'aide, ni de la France, ni d'ailleurs. Il a besoin de liberté pour que ses intelligences libres et dignes puissent prendre le contrôle de ces pays et créer de valeur ajoutée en intégrant les dimensions écologiques, puisque nous sommes dans un bassin qui régule le climat planétaire. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, je laisse là, parce que si la France prend ses responsabilités actuellement, je serai le premier à accompagner la France dans le point de la pensée. La pure pensée en tenant compte des réalités africaines et ce que nous voulons et ce que nous pouvons construire dans le sens d'avancer comme Abyss Clay. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Euti na sheri na ye amwana bantu